Quand j'étais gosse, haut comme trois pommes, je parlais bien fort pour être un homme. Je disais je sais, je sais, je sais, je sais. C'était le début, c'était le printemps. Mais quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai dit je sais. Ça y est, cette fois je sais. T'as de beaux yeux, tu sais. 20 ans de placard, les bénéfices ça se divise, la réclusion ça s'additionne. Dans une situation tendue, quand tu parles fermement avec un calibre en pogne, personne ne conteste. Il y a des statistiques là-dessus. Mais Maître Lucas n'a pas voulu dire ça. Ni ça ni autre chose, j'ai horreur des pouces mégots. Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Je crois que vous nous surestimez. Mais pas du tout. Et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est faciliter la réussite des médiocres. Non, mais regarde-moi le mignon, là, avec sa face d'alcoolique et sa viande grise. Avec du mou partout. Du mou, rien que du mou. Mais tu vas pas changer de gueule un jour, toi, non? Oh, je t'en prie, pas d'excès de zèle. Si la franchise était la condition sine qua non du mariage, le monde serait peuplé de vieilles filles. Ah bah, ce blond-là, tu peux le garder puis en faire des cornets à frites. Franche pas, on parle. Bon, alors parle plus, écoute-moi, ça te reposera. Mais qu'est-ce que vous êtes venu foutre sur Terre, nom de Dieu? Vous n'avez pas honte d'exister, hein? Mais je... Tais-toi! Si jamais un jour tu me ramènes un gosse de ce mec-là, je le fais empailler, je le mets sous globe. Je veux que les martiens voient ça. Et puis dites donc, je vous le répète, hein, vous êtes une bande de cocus. Vous l'avez toujours été d'ailleurs, et puis vous le serez encore. Les choses entraînent les choses, le bidule crée le bidule, il n'y a pas de hasard. Allez, on rentre à la caserne. L'acteur était doué, intense, doté d'une énorme justesse et d'une sacrée présence. C'était un acteur avec un grand A. L'homme, lui, était élégant, timide, modeste, pudique et un brin râleur. Et oui, vous l'avez reconnu, il s'agit de Jean Moncorgé alias Jean Gabin. Ou encore Pépé le Moco, Max le Menteur, le Nantais, Grand Gilles, Jean Valjean, Jules Maigret, Archimède, le Dab ou encore Polo les Diams. Des personnages qu'il a brillamment incarnés tout au long de sa carrière. Jean Gabin, c'est bien plus qu'une légende. C'est un morceau du patrimoine français à lui tout seul. C'est un mythe qui a traversé l'histoire du cinéma français. Supprimer la carrière de Gabin, et c'est tout un pan de l'histoire du cinéma de France qui disparaît. C'est un métier que je fais, je le fais, je le sers le mieux possible, et puis c'est tout, quoi. J'ai toujours eu l'impression que Gabin ne joue pas devant les caméras, et qu'il se contente d'être lui-même. Il jouait avec tant de naturel que cela semblait facile. Il ne forçait jamais. Un don certes, mais il n'y a pas de secret. Il y a du travail derrière tout cela. Le talent à lui tout seul ne suffit pas pour créer tous ces personnages qu'il a interprétés. Il a dû les penser, les réfléchir et les travailler, mais surtout se les approprier. Alors si c'est ça que vous appelez la passion, ben alors c'est de la passion, mais je le sers comme je l'ai toujours servi, quoi. J'essaye de le bien faire. Même si d'après moi, ce sont les personnages qui entraient dans sa peau à lui et non l'inverse. Mais tout cela, on va le découvrir ensemble dans ce documentaire. Retour sur l'étonnante carrière d'un artiste de légende qui a accompagné les Français de la 3e à la 5e République, du Front Populaire aux 30 Glorieuses. C'était le début, c'était le printemps. Mais quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai dit je sais. Ça y est, cette fois je sais. Je n'étais pas encore né lorsqu'il nous a quittés il y a bientôt 50 ans. C'était le 15 novembre 1976 à l'âge de 72 ans. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Cette voix, ce visage, ces visages, il faut désormais les effacer du présent. Alexis Moncorgé est mort, nous le connaissions tous sous le nom de Jean Gabin. Jean Gabin Alexis Moncorgé de son nom complet est né le 17 mai 1904 au 23 du boulevard de Rochechouart, dans le 9e arrondissement de Paris. Il est le plus jeune fils de Ferdinand Joseph Moncorgé, tenancier de café et comédien d'opérette sous le nom de scène de Ferdinand Gabin, et de Madeleine Petit, plumassière du quartier du Sentier originaire de la Nièvre, reconvertie dans le registre chanteuse fantaisiste de café-concert sous le pseudonyme d'Hélène Petit. Jean Gabin passe ses 10 premières années à la campagne, pour laquelle il garde toute sa vie un profond attachement. Loin de la vie parisienne de spectacle de ses parents, il est élevé par sa sœur aînée Madeleine dans le petit bourg de Mériel dans le Val d'Oise à l'actuelle 63 Grande Rue, dans une maison à l'étroite façade dont le pignon arrière où se trouve la fenêtre de sa chambre offre une vue imprenable sur la gare de Mériel. Enfant rêveur et turbulent, il est passionné par l'agriculture dès son plus jeune âge. Il était également attiré par le sport
et dès l'âge de 10 ans, il s'est mis à la boxe, au foot et il aimait bien le cyclisme. Malheureusement, son adolescence est marquée par le décès de sa mère le 18 septembre 1918, alors qu'il n'a que 14 ans. Mais heureusement, il pouvait compter sur Madeleine, sa sœur, dont il était très proche. Jean n'a jamais aimé l'école et délaisse très vite le lycée. Tout ça, ce n'est pas pour lui. Il préfère entrer dans la vie active et enchaîne les petits boulots. Garçon du bureau à la compagnie parisienne de distribution d'électricité, manœuvre à la gare de la Chapelle, ouvrier dans une fonderie à Beaumont, ou encore magasinier au magasin Généraux de Drancy, puis vendeur de journaux. Mais comme son grand-père maternel, lui, ce qu'il souhaite, c'est devenir conducteur de locomotive à vapeur, dont il peut voir les évolutions depuis sa chambre. Mais surtout, Jean grandit loin du cinéma et n'a jamais caressé l'idée de faire ce métier. Mais en 1922, à l'âge de 18 ans, son père le pousse à entrer dans le monde du spectacle sous le nom de Jean Gabin. Il aurait dit au directeur des Folies Bergères, Pierre Fréjol, qui était un de ses amis, « Tiens, voici mon fiston, il aimerait faire du théâtre. Peux-tu l'aider ? Si tu arrives à en tirer quelque chose, tu auras bien du mérite. Moi, j'y renonce. Je crois que peu d'artistes sont entrés dans le métier comme moi à coups de pied dans le derrière. C'est pourtant comme ça que tout a commencé, confie Jean Gabin à André Brunelin dans la biographie que ce dernier publia après sa mort en 1984. J'ai débuté en 1922, l'hiver 22-23 aux Folies Bergères, car je viens du music-hall, j'ai débuté au music-hall. Et c'est comme ça qu'il rencontre Gaby Basset, une jeune actrice très ambitieuse qu'il épouse au début de l'année 1925. Puis, en 1926, à l'âge de 22 ans, il devient un véritable artiste de music-hall et chanteur d'opérette. Il s'inspire énormément de Maurice Chevalier, qui était vraiment son idole. Il entame un tour de chant avec succès pendant 2 ans dans toute la France, mais il n'avait pas de plan de carrière. Il continuait tout cela car il gagnait bien sa vie. Ensuite, j'ai fait mon tour de chant, j'ai joué l'opérette, et jusqu'au jour où je suis entré au cinéma, c'est-à-dire en 30, il va y avoir 30 ans. Et puis, lors d'une audition au printemps 1928 au Moulin Rouge, Mistinguett le remarque et lui propose de rejoindre sa troupe. Dès lors, Jean Gabin devient le partenaire de Mistinguett et s'impose comme une figure respectée du music-hall. Les spectacles se montent sur son nom, que ce soit au Moulin Rouge ou au Théâtre des Bouffes parisien. Alors j'ai été faire un essai chez Pathé, et puis moi je l'avais trouvé déplorable l'essai d'ailleurs. Mais enfin pour eux, probablement que ça a dû être bon, ils m'ont pris. Le cinéma lui ouvre ses portes à l'âge de 26 ans en 1930 dans Chacun sa chance, Dan Steinhoff et René Pujol, un des premiers films parlant du cinéma français dans lequel il joue aux côtés de son ex-épouse Gaby Basset. De 1930 à 1934, Gabin tourne dans une vingtaine de films, majoritairement dans des films musicaux, même si en 1931, dans Paris-Béguin, il joue le rôle d'un cambrioleur et rencontre un autre jeune premier, un certain Fernandel. Le 20 novembre 1933, 3 jours après le décès de son père, il se remarie avec Jeanne Mauchin, dite Doriane Mauchin, meneuse de revue au Casino de Paris. Un an plus tard, il partage l'affiche avec Joséphine Baker dans Zouzou, et la même année, il accepte d'interpréter Ponce Pilate dans Golgotha de Julien Duvivier. Au sujet de ce film, il y a eu une critique formidable de Janson. Formidable. Je me suis jamais tant marré. Et il avait écrit quant à Gabin. Il a plutôt l'air de descendre de la courtille que du Golgotha, mais il s'en lave les pognes. C'est joli, non? Mais en échange, il demande à ce dernier d'adapter et de mettre en scène La Bandera, roman de Pierre-Marc Orlan, dont il a acheté les droits. Duvivier tient son engagement, et c'est comme ça qu'en 1935, Jean Gabin connaît son premier succès au cinéma avec La Bandera. Ce personnage de Français fugitif s'engageant dans la Légion étrangère espagnole fut pour Gabin le premier d'une série de rôles d'aventuriers désespérés et romantiques. À partir de ce film, il allait en effet collectionner les personnages d'hommes traqués, de réprouvés et de révoltés. Mais le film qui contribua à lancer vraiment son mythe, c'est Pépé le Moco de Julien Duvivier qui est sorti en 1937. C'est vraiment grâce à ce rôle de caïd de la pègre parisienne que Gabin va connaître une ascension fulgurante. Guidé par l'inspecteur Slimane, la police tente désespérément de mettre la main sur Pépé le Moco, un célèbre et dangereux malfaiteur caché quelque part dans la Casbah d'Alger. Fuyant une nouvelle fois la police, Pépé rencontre une magnifique jeune femme du nom de Gaby et en tombe amoureux. À sa sortie en janvier 1937, Pépé le Moco remporte un succès qui dépasse celui de La Bandera avec plus d'1,4 million de spectateurs. Allez, sois chic, Slimane. Je te demande qu'une chose. Tu peux plus me débiner. Alors laisse-moi regarder le bateau. Je voudrais le voir partir. Je te promets que je bougerai pas d'ici. Les décors de ce long métrage sont formidables.
le film connaît une magnifique carrière internationale, séduisant en particulier le public américain. Sans doute parce que Duvivier y rend hommage au polar hollywoodien. D'ailleurs, c'est le premier vrai film noir français. Pepe Le Moko a par ailleurs eu une influence déterminante sur le film Casablanca. La même année, il joue dans un chef-d'œuvre du cinéma mondial, La Grande Illusion de Jean Renoir, un long métrage qui cumule plus de 12,5 millions d'entrées en salle. Un film qui a pourtant été très compliqué à mettre en place. Personne ne croyait à ce projet. Gabin et Renoir ont dû se battre pour trouver un producteur. C'est pas de veine, parce qu'en général, chez les gens bien, c'est plutôt la vérole. Pas vrai, Boieldieu? Ah oui, ce fut longtemps un privilège, mais il se paie. Hein. En tout cas, ce fut un triomphe international dû en partie à sa distribution. Outre Gabin, le prolétaire qui joue le lieutenant maréchal, il y avait Pierre Freinet, Marcel Dalliot et Erich von Stroheim. Ils livrent tous une prestation admirable. Et Renoir décrit avec justesse la manière dont les barrières de classe sont finalement plus importantes que celles des nationalités, tout en défendant un propos clairement pacifiste. Ce qui n'empêchera pas qu'à la Libération, le film sera jugé défaitiste et même antisémite. Heureusement, La Grande Illusion ressortira en 1958 et sera dès lors considéré comme une œuvre aussi humaniste que magistrale. Un film pacifiste centré sur la fraternité. Dis donc, je te l'ai jamais demandé parce que dans le fond je m'en fous, mais qu'est-ce que c'est que ton Pindar? Oh, tu peux plaisanter. Pour moi, Pindar, c'est plus important que tout. Et on peut dire que de 1936 à 1939, Gabin a enchaîné les succès et les classiques avec Julien Duvivier, Jean Renoir et Marcel Carnet. De La Belle Équipe au Jour se lève en passant par Les Bas-fonds, La Bête humaine et Le Jour se lève. Gabin est devenu un artiste demandé de partout. Tous les producteurs le voulaient comme tête d'affiche. Et le film qui va vraiment le confirmer tout en haut de l'affiche, c'est le fameux Quai des Brumes de Marcel Carnet, sorti en 1938. Un film légendaire du cinéma français dans lequel Gabin forme un couple mythique avec Michel Morgan. Il y incarne un déserteur découragé qui trouve l'amour sur fond de mélancolie brumeuse dans la ville portuaire du Havre. Alors même les gens qui n'ont pas vu ce film connaissent cette fameuse réplique culte entrée dans la légende du cinéma. T'as de beaux yeux, tu sais. Embrassez-moi. Le Quai des Brumes nous apparaît aujourd'hui comme la quintessence du film français d'avant-guerre. Le premier âge d'or cinématographique du pays. Le 3 septembre 1939, mobilisé dans la Marine nationale à Cherbourg, il obtient une permission exceptionnelle pour terminer le film Remorque avec Michel Morgan, avec qui il vit une brève idylle. Pourquoi me regardez-vous comme ça? En 1939, Gabin était en tête de tous les sondages, devant des acteurs tels que Fernandel, Louis Jouvet ou encore Pierre Freinet. C'était vraiment la vedette française. Mais malheureusement, en septembre 1939, comme tout le monde le sait, la Seconde Guerre mondiale éclata. Et il connaîtra une énorme traversée du désert. Ça c'est ce que j'appelle alors ma période noire. Oui. Quand le drapeau noir flottait sur la marmite. C'est ainsi que le 2 février 1941, refusant de tourner pour les Allemands pendant l'occupation, Gabin franchit la frontière espagnole et obtient un visa du consulat américain pour gagner New York à bord de l'Exeter. Il s'expatrie à Hollywood aux États-Unis où il retrouve plusieurs compatriotes tels que Jean Renoir, Charles Boyer, Julien Duvivier ou encore Jean-Pierre Aumont. Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'il quitte la France. Il laisse derrière lui un pays qu'il aime profondément et il n'a jamais eu envie de faire carrière aux États-Unis. Mais l'acteur n'a pas le choix. J'ai eu un trou. Alors évidemment j'ai fait 2 films en Amérique, mais on ne peut pas compter ça. Moi j'étais obligé de les faire pour bouffer, c'est le cas de le dire. Et comme il est hors de question pour lui de travailler dans une France vichiste, la seule solution est l'exil. Parce que je m'étais barré, non pas pour le plaisir d'aller en Amérique, je le dis tout, franchement. Et malgré son contrat avec la Fox, Gabin ne tourne que 2 films aux États-Unis. La péniche de l'amour d'Archie Maillot en 1942 et L'imposteur de Duvivier en 1943. Un long métrage très intéressant qui est en quelque sorte un remake de La Bandera. Mais Gabin n'aimait pas tourner en anglais. Lui-même disait « Quand je joue en anglais, je me sens complètement désynchronisé. Pas vrai, pas sincère. Je ne peux jouer qu'en français. » Et durant cette période, il rencontre Marlène Dietrich à New York.
Il emménage avec elle en Californie dans une villa que Greta Garbo leur loue, puis dans une villa de Beverly Hills. Gabin ayant le mal du pays, Marlène Dietrich tente de le soulager par sa cuisine ou des distractions lui rappelant l'enfance. Elle a tout fait pour le garder aux États-Unis. Mais la vie en Amérique, ce n'est pas son truc. Il n'était pas fait pour vivre à l'étranger. La France lui manque et par patriotisme, il s'engage en avril 1943 dans les forces françaises combattantes du général de Gaulle pour libérer son pays. Embarqué comme canonnier chef de pièce sur le pétrolier Elon, il traverse l'Atlantique en convoi à destination de Casablanca. Le convoi est attaqué par des sous-marins et par des avions allemands aux approches de la Méditerranée et au large du Cap Ténès. À la fin de la guerre, Jean Gabin est décoré de la médaille militaire et de la croix de guerre. Vers 25 ans, je savais tout. L'amour, les roses, la vie, les sous. Tiens oui, l'amour. J'en avais fait tout le tour. Et à son retour en France, Gabin veut reprendre sa carrière d'acteur. Mais il n'est plus la star d'avant-guerre. Forcément, il a changé physiquement et de nouveaux acteurs tels que Jean Marais, Daniel Gélin ou encore Gérard Philippe sont apparus. Tu sais, je suis parti, j'avais 37 ans. Alors, je suis parti, j'étais en plein boom, quoi, parce que j'avais tourné tous les bons films que tu connais, que j'ai tournés. Bah, puis la guerre est arrivée, puis je suis revenu, j'avais les cheveux tout blancs. Il doit se réinventer une place à l'intérieur du cinéma français. Car dans la France de l'après-guerre, on ne lui propose plus vraiment de rôle intéressant. Et en 1949, Gabin déclara « Avant la guerre, je tournais tous les ans. Le meilleur film de l'année. Il me faut maintenant jouer des personnages de mon âge. Des rôles plus nuancés, plus humains et plus mûrs. Plus conformes à mon aspect nouveau. » Je ne pouvais plus penser jouer les emplois que je jouais avant la guerre. Alors je me suis cherché un peu, et j'ai fait quelques films qui n'ont pas été très heureux. En attendant de renouer avec le succès au cinéma, à 45 ans, Jean Gabin veut se poser et fonder une famille. Et puis vous savez, le public est parfois exigeant. Il voulait probablement me retrouver comme il m'avait quitté, mais j'avais 10 ans de mieux. Et au début de l'année 1949, il va épouser Dominique Fournier, ancien mannequin avec qui il aura 3 enfants. Florence, née le 28 novembre 1949, Valérie, née le 23 septembre 1952 et Mathias, né le 22 novembre 1955. Puis il connaît un grand triomphe au Théâtre des Ambassadeurs dans La Soif, la pièce d'Henri Bernstein aux côtés de Madeleine Robinson et Claude Dauphin. Ce sera finalement son unique expérience théâtrale. Il était tellement heureux de pouvoir jouer une pièce de Bernstein qui était l'idole de son père Ferdinand. Le jour où quelqu'un vous aime, il fait très beau. Je peux pas mieux dire, il fait très beau. Alors même si sa carrière au cinéma et son changement d'image mettra du temps à redémarrer, en juillet 1952, Jean Gabin réalise un de ses rêves d'enfant en entreprenant d'investir une bonne partie de ses revenus dans le domaine de la Pichonnière, situé sur la commune de Bonnefoy dans l'Orne en Normandie. Un domaine agricole qui l'agrandira au fur et à mesure, mais qui engloutira la majorité de sa fortune. Passionné depuis toujours par les chevaux, il monte aussi à la Pichonnière une écurie d'une quinzaine de chevaux de course qui, sous les couleurs Bouton d'Or, Toque Lila, ainsi décrites par l'acteur lui-même, acquiert une certaine renommée dans le milieu hippique. À la fin des années 50, il fera même aménager sur un terrain non loin de là, à Moulins-la-Marche, un hippodrome. Quelles sont vos couleurs, pardon de vous interrompre? Eh bien, au trot. Au trot. Jaune, toque mauve. Ou, si vous voulez, Bouton d'Or, toque lila. Et c'est ainsi qu'en 10 ans, la Pichonnière atteint près de 300 hectares, compte 230 vaches, un haras d'une quinzaine de pur sang et une superbe maison de maître, la Moncorgerie. Mais toute cette histoire ne va pas se passer comme il le souhaitait. Lui, qui croyait être adopté par ses voisins normands, a subi l'une des plus grosses déceptions de sa vie. Mais on reviendra sur cet épisode marquant de sa vie un peu plus tard. Au cinéma, il retrouve enfin le succès public en 1954 en tant que tête d'affiche dans Touchez pas au Grisby de Jacques Becker, qui enregistre 4,7 millions d'entrées en France. J'ai eu l'énorme chance de tourner Touchez pas au Grisby. Il s'agit d'une adaptation de Touchez pas au Grisby, roman du même nom d'Albert Simonin, le premier volet de la trilogie de Max le Menteur. Et avec ce rôle en or, Gabin renoue avec ses anciens personnages de voyous du cinéma, en quelque sorte une réplique de Pépé le Moco, avec plus de puissance. Et Touchez pas au Grisby, c'était en quelque sorte une réplique de ce qu'avait été Pépé le Moco dans le temps, avec, si vous voulez, 15 ou 20 ans de plus.
affichant un optimisme tranquille en toutes circonstances qui annonçait la plupart de ses interprétations des années 60. Touchez pas au Grisby lui conférera une image de parrain du cinéma français. Et c'est durant ce tournage qu'il rencontre celui qui deviendra l'un de ses meilleurs amis dans la vie, Lino Ventura, dont c'est le premier film. Becker m'avait montré son essai et j'avais trouvé cet essai extraordinaire. Je trouvais qu'il avait une présence terrible, une personnalité terrible. Mais qui est ce gars-là? Où tu as déniché ce gars-là? Et bien il me dit c'est un catcheur. Et ben je lui dis mon vieux, il a une drôle de personnalité. C'est comme ça que Lino a commencé à faire du cinéma. Touchez pas au Grisby est également un film référence du polar à la française, la matrice des œuvres du genre à venir. Le film de Jacques Becker a vraiment donné le là de toutes les productions qui vont lui succéder, tant par sa description réaliste du milieu et de ses personnages que par sa forme. Regarde, gaffe un peu les valoches que t'as sous les yeux, regarde les miennes. Et puis ça, et ça. Crois que c'est beau, hein? La description minutieuse du milieu de la pègre parisienne, les rapports de classe, l'histoire d'une profonde amitié, les ravages de la trahison ou les soubresauts d'un monde ancien qui vacille. Dès lors, sa carrière est relancée, le cinéma va l'aimer à nouveau, il va connaître un second âge d'or et va de nouveau rentrer dans le cœur des Français pour ne plus jamais en sortir. Son succès se confirme avec des films comme L'Air de Paris de Marcel Carné où il campe un ancien boxeur malin et paternel, French Cancan de Jean Renoir où il joue un impresario, ou encore Gazoil et Le Rouge émis de Gilles Granger. Bah attends, le premier film qu'on a fait ensemble, c'est Gazouel. Gazouel, oui. C'est Grangier qui nous a... Oui, c'est Grangier. Il y a combien de temps? Il y a plus de 15 ans en tout cas. Et il va enchaîner en 1956 avec La Traversée de Paris de Claude Autant-Lara. Un véritable classique où il partage l'affiche avec Bourvil et un certain De Funès, encore assez méconnu du grand public. Il y interprète le rôle de Grand Gilles, un artiste peintre bourgeois, qui transporte avec Bourvil de la viande pour le marché noir. Allez, marche bien, on va penser à autre chose et laisse-moi faire. Ja, Jung, ich bin der liebe Gott. Hein? Und ich höre die Erbe. Ich hab's ja immer dir gesagt. Das ist was recht doch wert. Inspiré de la nouvelle de Marcel Aimé, intitulée Traversée de Paris, parue initialement en juillet 1946, cette comédie noire sortie en 1956 repose sur le thème du marché noir en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce marché noir qui s'organise durant l'occupation de la France par l'armée allemande entre 1940 et 1944. Tu sais l'allemand? Bah tu vois. Ah, qu'est-ce que tu racontais? Un poème. Je me rappelle même plus de qui. La Traversée de Paris a connu un succès phénoménal en France puisqu'il fera plus de 4,8 millions d'entrées en salle et sera le 4e plus grand succès de l'année 56. Et Gabin a répondu tout de suite, bah, si j'ai Bourvil pour jouer avec moi, je signe tout de suite. C'était gentil ça, hein? Vous savez que ça lui plaît pas que je vous raconte tout ça, hein? Il faut bien dire que Gabin excelle dans ce rôle d'artiste peintre à la mode à la fois cultivé et mondain, loin de ses personnages récurrents d'ouvriers, de flics ou de gangsters. Et l'autre à la rombière, la gueulon gélatinée sans doux, 3 mentons les nichons qui dévalent sur la brioche, 50 ans chacun, 100 ans pour le loup, 50 conneries. Il suffit de voir comment il fait tourner en bourrique un De Funès surexcité, ou comment il engueule la tenancière d'un bar complètement effrayé. C'est vraiment du très grand Gabin. Lorsque vous entendez que Jean Gabin était l'un des meilleurs acteurs français, et que vous vous demandez pourquoi ou comment ça se fait, ben j'ai envie de vous dire regardez ce film, regardez sa prestation, elle est tout simplement époustouflante. Non mais regarde-moi le mignon là avec sa face d'alcoolique et sa viande grise, avec du mou partout, du mou, là du mou. Mais tu vas pas changer de gueule un jour toi non? En 1956, outre la traversée de Paris, il achète une première maison à Deauville et s'établit dans cette station balnéaire avec femme et enfants. Et sa seconde partie de carrière va vraiment lui offrir des personnages marquants. On se souviendra du vieil avocat confronté à la jolie Brigitte Bardot dans le film En cas de malheur de Claude Autant-Lara, d'au moins 2 commissaires Maigret. Il agit par crise et les crises se rapprochent. Si on attend, on sera l'alerte quotidienne. Alors l'enquête, la routine, tu comprends, hein, maintenant c'est la chasse au tigre. De l'inspecteur Valois du désordre et la nuit, du vieil homme politique bourru, sorte de Clémenceau du régime dans le président d'Henri Verneuil. Vous allez faire avec les amis de Monsieur Chalamont l'Europe de la fortune contre celle du travail, l'Europe de l'industrie lourde contre celle de la paix. Eh bien, cette Europe-là, vous la ferez sans moi, je vous laisse. Et du patriarche réactionnaire très proche de Gabin lui-même dans ses vieux jours, de la Horse de Pierre Granier de Fer. Quel qui a pas vu les gendarmes? Mais s'ils arrivent, tant mieux, parce que moi j'en ai marre. Bah, si vous en avez marre, comme vous dites, vous n'avez qu'à foutre au camp. Ici, vous êtes le mari de ma fille, rien de plus. Mais c'est en 1958 qu'il connaît le plus grand succès public de sa carrière d'après-guerre,
avec Les Misérables de Jean-Paul Le Chanois, devenant le Jean Valjean du film aux côtés de Bourvil et de Bernard Blier. Scindé en deux époques pour une durée totale de plus de 3 heures, le film va attirer près de 10 millions de spectateurs en salle. Comment reconnaissez-vous la racaille, monsieur Javert? C'est bien simple. Il y a d'une part les honnêtes gens, les gens établis, et d'autre part ceux qui n'ont ni travail, ni famille, ni domicile fixe. Et c'est très certainement l'une des adaptations les plus réussies et les plus fidèles de ce roman que tout le monde ou presque connaît, sans forcément l'avoir lu. Gabin y livre une prestation assez sobre, puissante et très fidèle à l'idée qu'on peut se faire de ce personnage mythique et hors du commun. Même si après ça, il ne tournera plus jamais aucun film en costume. Et c'est à partir des années 60 qu'il privilégie les contrats solides et sécurisants et les collaborations au long cours. Que ce soit avec Gilles Granger, avec qui il tournera 12 films, puis des cinéastes comme Denis de la Patelière, Henri Verneuil ou encore Jean-Paul Le Chanois. Presque tous les films que j'ai faits, je les ai faits avec très peu de metteurs en scène, parce que j'ai tourné 4 ou 5 films avec chaque metteur en scène, des fois plus d'ailleurs. Les dialogues seront souvent signés par Michel Audiard, qui proposera une version maniériste et surlignée du parler gabin. Oui, tu vas voir, c'est pas... Non. Tu vas voir, il va me faire porter le chapeau, Il est réputé. Lui, c'est une poignée de flotte, il arrive toujours à se tirer du truc, tu comprends? Il est réputé pour avoir mauvais caractère, lui. Tout le monde le sait. Et moi, je passe pour avoir mon caractère, ce qui n'est pas vrai. Après avoir été le petit-fils du peuple, il incarnera le patriarche du cinéma français dans des films comme Les Grandes Familles et La Horse, et donnera la réplique à une nouvelle génération d'acteurs. Brigitte Bardot, Jean-Paul Belmondo, Alain Delon. Toute ma jeunesse, j'ai voulu dire je sais. Seulement plus je cherchais, et puis moins je savais. Et en 1961, on retient surtout Le Cave sur rebif de Gilles Granger. Tiré du roman du même nom d'Albert Simonin, ce film est l'adaptation homonyme du 2e volet de la trilogie de Max le Menteur. Un beau succès public lors de sa sortie en salle avec plus de 2,8 millions d'entrées en France. 20 ans de placard, les bénéfices ça se divise, la réclusion ça s'additionne. Jean Gabin, qui interprète le rôle de Ferdinand Maréchal, dit le DAB, le patron en argot, est le cerveau de l'entreprise, un escroc de grande envergure, qui peut aisément mettre en exergue ses talents oratoires, sa mauvaise foi et sa grande gueule pour donner au mot d'Audiard toute la puissance nécessaire. Toutes les grandes affaires qui ont foiré étaient basées sur la confiance. Pour une fois que je tiens un artiste de la Renaissance, je veux pas le paumer à cause d'une bévue ancillaire. Il est tout bonnement au sommet de son art, même s'il n'est pas habitué à la comédie, on peut dire qu'il excelle dans l'exercice. Dans un rôle taillé sur mesure pour lui, sa prestance et son aisance font des ravages. Il peut remettre à leur place les impudents avec un naturel confondant, et son abattage peut se faire impressionnant comme dans la scène centrale dans laquelle il accueille le cave. Je crois que vous me surestimez. Mais pas du tout. Et dites-vous bien que dans la vie, ne pas reconnaître son talent, c'est faciliter la réussite des médiocres. Où il se fait tourbillonnant et excessif dans un numéro mémorable. Gabin ne sera jamais aussi convaincant dans ce registre que dans ce film, à tel point qu'il citait lui-même le rôle du DAB comme une de ses interprétations de référence. Ça court les rues, les grands cons. Oui, mais celui-là, c'est un gabarit exceptionnel. Si la connerie se mesurait, il servirait de maître étalon. Puis l'année d'après, en 1962, il campe le rôle d'Albert Quentin, un vieux maître d'hôtel dans Un singe en hiver, signé Henri Verneuil. Écoute, ma bonne Suzanne, t'es une épouse modèle. Oh. Mais si t'as que des qualités, et physiquement t'es restée comme je pouvais l'espérer, c'est le bonheur rangé dans une armoire. Le film totalise plus de 2 millions d'entrées en salle et malgré des critiques mitigées, le film reste une référence dans le cinéma français. Souvent étudié pour sa manière d'aborder des thèmes universels comme la nostalgie, la solitude et la quête d'identité. Un singe en hiver représente ce que le cinéma français de l'époque, et même le cinéma français en général, sait faire de mieux, être authentique. Tu m'emmerdes. Albert. Tu m'emmerdes gentiment, affectueusement, avec amour, mais tu m'emmerdes. Malheureusement, c'est la seule et unique fois que Jean Gabin et Jean-Paul Belmondo se rencontrent à l'écran. Le duo fonctionne à merveille et on sent beaucoup d'affection de la part de Gabin pour Belmondo. Gabin a très vite reconnu chez Jean-Paul ce qu'il était 30 ans avant, 35 ans avant. D'ailleurs, le monde Belmondo était formidable dans le film. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y avait tout. Oui. Non, il était extraordinaire. Et gentil, Jean-Paul. Gabin disant au môme Belmondo qui lui rappelait ses 20 ans. Et ils avaient entre autres point commun celui d'aimer le sport, leur arrivant par exemple de jouer ensemble au foot. Eh bien alors je parlais avec Jean, on était comme ça sur nos sièges, on parlait des articles de l'équipe, de vélo, de football. Et bon, je ne savais plus s'il était en train de me parler de l'équipe ou s'il disait le texte. Il gardait ce même naturel devant la caméra qu'il avait à la ville.
Le personnage de Gabin, une figure nostalgique, nous plonge dans les souvenirs de sa jeunesse qui sont souvent teintés de mélancolie. Et on peut dire qu'il livre dans ce film une performance émouvante et nuancée. Son personnage est un symbole de la génération perdue. Chaque regard, chaque silence en dit long sur le poids du passé que porte Albert Cantin. Moi, en tant qu'acteur, je le regardais et vraiment, j'étais ébloui. Presque tout le singe est une chose qui me reste très fort, parce que c'était pour moi un souvenir formidable, dans une bonne humeur extraordinaire. Et il faut dire que Gabin est très impressionnant lorsqu'il joue l'ivresse. Franchement, on le croirait ivre pour de vrai à l'écran. Et lesquels, qui c'est qui va les payer? Adressez-vous à l'intendance. Nous, on paye plus. On ne connaît plus, on ne salue plus. On méprise. Mais cette année 1962 lui réserve bien des surprises. Dans la nuit du 27 au 28 juillet, 700 agriculteurs encerclent son domaine familial normand de la Pichonnière pour protester contre la centralisation des terres, en exigeant la location de 2 fermes à de jeunes éleveurs en difficulté. Gabin ayant acquis plus de 150 hectares, les cultivateurs ouvrent un conflit avec le célèbre acteur pour médiatiser les problèmes du monde agricole. Et à leurs yeux, Gabin symbolise le citadin qui se pique d'agriculture alors qu'il n'y connaît rien, et usurpe leurs terres en les payant au prix fort grâce à son argent. Une cinquantaine de manifestants pénètrent sur le domaine et une douzaine d'entre eux demandent à voir le propriétaire. Gabin les reçoit en robe de chambre dans son bureau. « Messieurs, vous me pardonnerez de ne pas vous faire asseoir, je n'avais pas prévu des chaises pour tout le monde. » Et le lendemain, l'acteur charge son avocat René Floriot de porter l'affaire en justice. Le procès, lui, ne s'ouvre que le 21 avril 1964 au palais de justice d'Alençon. Mais coup de théâtre, alors que l'audience est ouverte depuis 1 heure, Jean Gabin se lève et demande à prendre la parole. Il annonce tout simplement qu'il retire sa plainte, dans l'intérêt général. Cette situation le bouleverse profondément et le blesse à vie. Lui, qui se sent rejeté par la communauté paysanne normande, dont il a tant souhaité faire partie. Je me suis désisté parce que je pense que tout ça a été fait sous le signe de la maladresse. Et dans le fond, la maladresse, c'est pas tellement répréhensible. En 1963, avec son ami Fernandel, il crée la société de production Gaffer. Le nom de la société est formé par les premières syllabes de Gabin et Fernandel. Fernandel a été entendu plaisantant au sujet du fait que le choix des pseudonymes s'était imposé parce que le mariage des noms des 2 acteurs, Montcorgé et Contandin, aurait donné un nom inutilisable, Moncon. Et cette société a produit entre autres le film L'Âge ingrat, sorti en 1964, le seul film ayant réuni les 2 têtes d'affiche. En tout, la Gaffer produira 9 longs métrages, 5 avec Jean Gabin, 3 avec Fernandel, et donc un seul avec les 2 acteurs. Et la Gaffer cessera ses activités en 1973, 2 ans après la mort de Fernandel. C'est un gars sur lequel on pouvait compter. C'était un homme droit comme une barre. Et c'est rare maintenant. Très rare. Et en 1968, il retrouve à nouveau Louis de Funès avec qui il tourne dans Le Tatoué de Denise de la Patulière. Même si ce film marque la 4e et dernière rencontre cinématographique entre lui et de Funès, c'est l'unique fois où ils partagent tous 2 la tête d'affiche. Je n'ai pas besoin d'argent, je suis hors du circuit. Quel circuit? Le vôtre. Vous êtes fou, mon petit. Car vous êtes fou. Et malgré des critiques plutôt négatives, Le Tatoué est le succès de la rentrée 1968 avec plus de 3,2 millions d'entrées et se classera à la 8e place du box-office des films sortis cette année-là. Mais malgré un respect mutuel et leur bonne entente lors de leurs précédentes rencontres, dans La Traversée de Paris ou Le Gentleman d'Epsom. Très bien. Mais vous n'allez pas manger des choux par-ci après des tripes? Oui. Mais non. Les 2 acteurs restent quelque peu distants l'un de l'autre durant le tournage. Et malgré toute la difficulté du tournage et de la mauvaise ambiance générale entre ces 2 immenses acteurs, l'alchimie à l'écran prend bien. C'est aussi ça la magie du cinéma, c'est que l'on ne ressent rien en tant que spectateur lambda. Le public ne doit rien percevoir de toutes ces brouilles. Et clairement, on ne ressent rien. Vous ne savez pas vivre, mon petit. Il y a que votre argent qui vit. Vous êtes un fantôme. Oh, le fantôme, il vous dit merde, hein, voilà. Ah, dites donc, il y a eu le progrès. Et la fin de la carrière de Gabin est marquée par des films importants comme Le Pacha, Le Clan des Siciliens, L'Affaire Dominici, ou encore 2 hommes dans la ville. La justice. Si vous permettez, Monsieur le Président, j'ai une opinion personnelle de la justice. Je pense qu'elle doit être juste, mais pas féroce. Mais surtout avec un grand classique sorti en 1971, il s'agit du long métrage de Pierre Granier de Fer, Le Chat. C'est le 90e film de Gabin, et le comédien considérait à juste titre Le Chat comme l'un des meilleurs films de la seconde partie de sa carrière. Et vu sa prestation, on peut le comprendre.
J'ai rien à te reprocher, mais je peux plus te voir devant moi. Je t'avais dit que je t'aimerais toujours. Bah, là, me suis gouré, j'ai vieilli, et puis je t'aime plus. Je t'aime plus. Le Chat est un chef-d'œuvre d'une noirceur inégalée dans le cinéma français. Le face-à-face entre Gabin et Signoret se révèle très puissant, chacun des deux livrant une prestation hors du commun. Puis d'abord, je veux plus jamais voir ce chat-là dans ma chambre. Dans notre chambre. Et sur mon lit. Mais ma parole, t'as la maladie de la persécution. C'est pas de sa faute, ta pauvre bête, si t'en veux au monde entier. Même s'il a encore tourné 6 films après celui-là, c'est le dernier grand rôle de Jean Gabin, et un retour aux origines prolétaires de son personnage de cinéma, alors que la fin de sa carrière était plutôt marquée par l'embourgeoisement et l'autocaricature. Il y joue un typographe à la retraite, ancien syndicaliste dans un registre très sobre et émouvant. Il est formidable en grognon, buté et désespéré, et on y voit vraiment tout son talent. Mais où crois-tu qu'on va gueuler comme ça tous les deux dans une cave, hein? Je sais rien, mais je m'en fous. Je veux que tu me dises. Mais j'ai plus rien à te dire, j'ai plus rien à dire à personne. Le Chat est un huis clos étouffant à l'atmosphère pesante. La cohabitation forcée entre les deux personnages s'avère difficile. D'autant que l'action se déroule dans un petit pavillon de banlieue, à Courbevoie, entouré de quartiers promis à la démolition. L'amour ressemble ici à un vrai champ de ruines. Il y a 60 coups qui ont sonné à l'horloge. Je suis encore à ma fenêtre. Je regarde et je m'interroge. Et en juillet 1972, le quotidien François publie les résultats d'un sondage qui place encore une fois Jean Gabin en tête, devant des acteurs comme Belmondo, Bourvil et Louis de Funès. Une popularité qui a traversé les générations. Les Français se sont toujours identifiés à lui. D'ailleurs, comme pour De Funès, on disait on va voir le nouveau ou le dernier Jean Gabin. Ma petite table avec ma femme, on regarde, on dîne en regardant la télévision. Je vous vois tous les soirs d'ailleurs, mon cher. Merci, je vous vois. Ayant tourné dans près de 100 films, les chiffres parlent pour lui. Avec Fernandel, De Funès et Bourvil, il fait partie des acteurs français ayant attiré le plus grand nombre de spectateurs dans les salles de cinéma. Environ 162 millions entre 1946 et 1976. Je fais un métier de saltimbanque, je fais ceci, je fais cela. Saltimbanque, tu vas d'ailleurs, en ce qui te concerne, un peu fort. Mais ça, c'est ton point de vue, ça. Mais bon vieux, que tu le veuilles ou pas, nous restons des saltimbanques. Oui. Sa carrière a été parsemée de distinctions et de récompenses. Il a eu la reconnaissance de ses pairs. Il a notamment remporté par 2 fois l'Ours d'argent du meilleur acteur au Festival international du film de Berlin. 2 fois la Coupe Volpi du meilleur acteur au Festival du film de Venise. 3 victoires du cinéma français. Et à titre posthume, un César d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Je ne veux pas dire que Gabin n'est pas le bon rôle. Mais de toute façon, à mon avis, quels que soient les rôles et quel que soit le résultat, on donne toujours la réplique à Gabin. En reconnaissance de son profond impact sur la culture et le cinéma français, Gabin a été honoré en tant que membre de la Légion d'honneur, la plus haute distinction française. Qui est-ce qui va vous la remettre? Je pense, monsieur le directeur de la cinématographie, monsieur Fauré-Cormeret. Arrive cette fameuse année 1976. Le 3 avril, il accepte avec joie de présider la première cérémonie des Césars. Ce soir, pour la première année, on va remettre les récompenses du cinéma français, les Césars. Toute la soirée, il sera très ému de se retrouver devant toute la profession et va même retrouver avec énormément de tendresse Michel Morgan, qui fut sa partenaire et sa compagne. 2 semaines plus tard, il est à l'affiche de L'Année Sainte de Jean Giraud. Et il ne le sait pas encore, mais ce sont ses 2 dernières apparitions en public et sur grand écran. Comme il se doit, je déclare la cérémonie ouverte. Et lors de l'été, il subit, comme tous les autres agriculteurs, une énorme sécheresse et peine à nourrir ses bêtes. Et en septembre, le gouvernement met en place un impôt de solidarité contre la sécheresse. Mais le 13 octobre, il apprend lors d'une interview télévisée du président de la FNSEA, Michel Debatisse, qu'il ne touchera pas à l'indemnisation de l'impôt sécheresse. Autrement dit, M. Jean Gabin, par exemple, qui est exploitant agricole dans l'Orne, va toucher quelque chose comme 1 million d'anciens francs. Non, M. Jean Gabin, justement, ne touchera rien. Comprenant qu'il ne sera jamais accepté par le monde paysan, le choc est terrible. Il s'effondre, se met à pleurer devant son fils et sa femme. Il les regarde, puis lance « Ils ne voudront jamais de moi » et il décide de mettre en vente son domaine agricole normand de la Pichonnière. La vie, l'amour, l'argent, les amis et les roses. On ne sait jamais le bruit ni la couleur des choses. Et malheureusement, quelques semaines plus tard, le 15 novembre 1976, il décède à l'âge de 72 ans. Suivant ses dernières volontés, ses cendres ont été dispersées en mer d'Iroise au large de Brest.
le 19 novembre 1976 en présence de son épouse, de ses enfants et de quelques amis comme Gilles Granger ou Alain Delon à bord d'un navire de la Marine nationale. C'est tout ce que je sais. Mais ça, je le sais. Malheureusement, Jean Gabin nous a quittés il y a bientôt 50 ans déjà. Mais son héritage est éternel. L'acteur a su choisir les réalisateurs marquants du cinéma français. On est avec Carnet, avec Duvivier, avec Renoir. J'ai tourné avec Duvivier, Renoir, Carnet, Grémillon. Et il s'est essayé à plein de genres différents. Que ce soit la comédie, le mélo, les films de guerre, les films d'histoire ou le polar. Tour à tour, il a été mauvais garçon, marin, policier, clochard, président, grand bourgeois ou paysan. Et ce, avec talent et conviction. Qu'est-ce que t'attends pour faire comme eux, pour t'abriter? T'as qu'à acheter les quotidiens du soir, c'est plein de demandes. Offre d'emploi, qu'ils appellent ça, leur piège à bagnard. Lui qui a inspiré tellement de comédiens et de comédiennes était un symbole de la culture française et de l'excellence cinématographique. Ses rôles reflétaient souvent les époques tumultueuses qu'il a vécues, faisant de lui une figure intemporelle dans les annales de l'histoire du cinéma. De la Bandera à Deux hommes dans la ville, en passant par Le jour se lève ou Un singe en hiver, Jean Gabin a mené durant un demi-siècle un parcours en tout point exemplaire. Et maintenant, pour monter les films, c'est toute une corrida, d'après ce que je comprends. Moi, je suis réellement plus de cette époque. Les Français ont de tout temps apprécié Gabin. Premièrement parce que c'est une silhouette populaire dans laquelle ils ont toujours aimé se reconnaître, et deuxièmement parce qu'il représente une culture populaire qui a disparu. Merci Monsieur Gabin de nous avoir donné tant d'émotions. À vos débuts, vous ne vouliez pas être acteur et rejoindre le monde du cinéma. Non, pardon, j'ai jamais dit que j'aimais pas le cinéma, je dois tout au cinéma. Non, oui, j'ai jamais dit que j'aimais pas le cinéma. Ce sont les à côté du cinéma, souvent, qui sont emmerdants. Mais je vous assure que vous y étiez vraiment fait pour cela. Quoi qu'on en dise, sans vous, le cinéma français ne serait pas tout à fait ce qu'il est. Ce n'est pas à vous de dire merci, je crois, Jean Gabin, qu'après une telle carrière, c'est au public à vous remercier. Et je prends la liberté de le faire en son nom. Eh bien, merci quand même, et merci pour le public.